Je m'appelle Tigrane, je suis né il y a 54 ans à Paris. Tigrane est mon vrai prénom, ça n'est pas un pseudonyme de plume. Ma mère était arménienne. J'ai été, après des expériences spontanées de l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, etc., j'ai été sur le chemin de la musique, diplômé de musicologie en Sorbonne. J'ai été violoniste, sopraniste, après la mue baryton. J'ai été chef de chœur, directeur de formation musicale et vocale, rattaché au Sacré-Cœur comme à Notre-Dame. Et puis diplômé de musicologie en Sorbonne, j'ai basculé en troisième année en ethnomusicologie, que j'ai pratiqué vers l'âge de 20-21 ans, m'a amené à aller enregistrer des concerts de musique traditionnelle sur différents continents auprès de peuples ethniques, peuples autochtones. Je me suis très vite rendu compte que ces concerts de musique traditionnelle n'avaient de concert que le mot, mais qu'en fait, ces cercles de femmes qui jouent du tambour, de cercles de chanteuses, etc., étaient des rituels, des cérémonies, des cercles de pouvoir, des rituels parfois de guérison, en tout cas de réharmonisation entre un clan et un autre clan, une tribu et les éléments, le règne animal, le règne végétal. Bref, que c'était, en fait, bien souvent des actes psychomagiques où certains experts, qu'on peut appeler curanderas, femmes médecines, hommes de pouvoir, chamans, étaient passés maîtres dans l'art et la manière de faire bouger les lignes pour intercéder auprès des puissances de l'invisible, en ramener de l'information, des énergies de guérison, des visions, des diagnostics, et en faire profiter leur communauté. Oui, je crois que d'une certaine façon, tout était déjà là. Bien sûr, on redécouvre des choses plutôt qu'on ne les découvre. On retrouve, on reconnaît des choses pour lesquelles on a une appétence, mais parfois une familiarité. Donc en fait, ces expériences, y compris de la petite enfance, des expériences spontanées qu'on pourrait appeler des expériences extatiques, qui pouvaient mêler clairsentience, clairaudience, clairvoyance, sont des expériences qui me sont tombées dessus, que j'ai pas choisies, et quand on est enfant, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne cherche pas du tout à les catégoriser, les commenter, les verbaliser, mais elles vous changent à jamais. Ce que vous voyez dans ce type d'expérience, de transcendance, ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas le dévoir. Ce que vous avez entendu, vous ne pouvez pas le désentendre. Alors on peut ensuite s'éloigner de ce chemin, de ce diapason qui vous indique quelle est la vraie maison, non pas celle qu'on cherche à l'extérieur, mais celle que l'on porte dans son cœur. Et au fil des années, d'adolescence et autres, je m'en suis éloigné, rapproché, certaines choses m'en ont rapproché, comme ma première audition à l'adolescence de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, et plus particulièrement de l'Agnus Dei, de cette messe en si mineur qui m'a complètement bouleversé et qui a ravivé, comme si ça s'était passé 5 minutes avant, ma première grande expérience spontanée, extatique et initiatique que je raconte dans le tome 1 de l'Aventure mongole, donc de la saga de conte initiatique chaman, qui est une expérience de montée à la corde, ces cordes de chanvre torsadées comme on en a dans la marine, lors d'un cours de gymnastique collective. Donc ces expériences, effectivement, elles m'ont en quelque sorte préparé à la rencontre avec ces peuples autochtones, avec ces cercles de femmes, ces rituels de guérison, ces cérémonies chamaniques et autres. Puisqu'au-delà des barrières linguistiques, au-delà du fait de ne pas forcément parler la langue
des personnes que je rencontrais en Indonésie, en Afrique, en Russie, en Amérique, eh bien, je m'apercevais que je comprenais ce qu'ils faisaient. Je me sentais en territoire très familier. J'avais l'impression de voir quelle était la force à l'œuvre, quelles étaient les intentions en mouvement dans ce qui était donc présenté comme des concerts de musique traditionnelle, mais qui, comme on le comprend, sont plutôt des moments de pouvoir pour réintroduire la paix, l'harmonie, le bien-être. J'ai eu la chance d'être fils d'artistes, une mère écrivain, un père peintre et écrivain, deux personnes extrêmement cultivées dans les arts en général, pas seulement la littérature, mais aussi la peinture, la sculpture, la musique et bien d'autres choses. Ce qui évidemment fait partie de mon éducation et du chaudron dans lequel je suis tombé tout petit. Après, il y a peut-être un autre aspect qui ne se relie pas directement à nos parents, père et mère, à notre éducation, notre contexte socioculturel, mais qui est quelque chose avec lequel on arrive sur Terre, si je puis dire, ou avec cette incarnation. Et pour moi, ça a toujours été ce sentiment intérieur, même enfant, même à 6 ans, 7 ans, d'être une très, très, très vieille âme, de me sentir à l'intérieur beaucoup, beaucoup plus vieux que mes propres grands-parents. C'est quelque chose qui m'a mis un petit peu à l'écart de la vie sociale, que ce soit les sorties à l'âge de l'adolescente, que ce soit même plus tôt la cohésion dans le groupe social, le fait d'avoir du mal à m'identifier à une équipe, que ce soit pour une épreuve sportive, que ce soit pour un groupe scolaire, une sortie, d'avoir toujours été assez solitaire, plus intéressé et plus à l'écoute de cette petite voix intérieure qui me semblait hors d'âge, que par toutes les tribulations extérieures, que j'observais, mais un petit peu comme on observe une agitation à laquelle on ne croit pas vraiment. Donc, cette musique, cette voix, ce timbre, ce chant vibratoire intemporel a toujours été présent en moi dès le plus jeune âge et j'ai eu l'impression de plonger dedans collectivement quand je me suis retrouvé à partir de 20 ans dans ces fameux rituels chamaniques, ces cérémonies, ces rites de passage que j'ai suivis et poursuivis, la magie des hasards, plus des rendez-vous qu'autre chose, au fil de 10, 20, 30 ans, en gros de 20 à 50 ans. Ouais. Alors 5-7 ans, c'est effectivement aussi loin que ma mémoire remonte car je n'ai pas de souvenir conscient qui précède en gros mes 5 ans. Ça veut pas dire que c'était pas le cas avant. S'il fallait faire une supposition, et si j'en crois ce qu'on dit de moi quand mes grandes sœurs ou mes parents qui ne sont plus de ce monde, mais quand ils me racontaient un petit peu l'attitude que j'avais, étant petit avant même ces 5 ans, ce côté très posé, solitaire, silencieux, très contemplatif, me renvoie une image qui n'est pas tant celle d'un jeune individu intégré à la vie collective et au rythme quotidien, mais plutôt celle d'une vieille âme, comme on dit, qui fait l'expérience de cette incarnation dans le corps d'un enfant
mais qui en sous-couche a une sorte de double regard qui le porte plus, par exemple, vers la contemplation de la nature ou vers la compagnie des animaux que vers l'identification à ce qu'on me proposait comme activité faite, entre guillemets, pour des enfants. En fait, j'ai dû me débrouiller assez tôt, puisque par des concours de circonstances qui, sur le moment, paraissent très malheureux, que l'on pourrait facilement juger négatifs, comme le fait d'être mis à la rue, entre guillemets, par mon père, ma mère et moi, et de se retrouver à Paris à l'âge de 5 ans, sans savoir littéralement où on allait dormir, et à se retrouver donc hébergé dans l'entrée chez un médecin. Ces expériences négatives, malheureuses sur le moment, se sont avérées, avec le temps, le recul, des moments clés pour bénéficier de formidables coups de boost, des accélérateurs qui nous poussent au-delà de notre zone de confort pour apprendre plus vite, pour être plus mature, pour découvrir des formes d'autonomie et d'indépendance qui nous renforcent en dehors des conditionnements cadrés, mesurés par la société et par ce que l'on estime être un parcours normal d'éducation qui correspond à l'âge que l'on a. On a bien sûr un âge physique, mais on a peut-être un tout autre âge psychique, métaphysique. Et donc, pour répondre à la question du premier métier, après une autre expérience qui, sur le moment, m'a paru extrêmement négative et on ne peut plus triste, c'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, ma chère mère est partie pour apporter des vêtements au pressing en disant qu'elle revenait quelques minutes après. Mais en fait, elle n'est pas revenue. En fait, elle a quitté la France. Comme je ne vivais pas chez mon père, mais chez son compagnon, le compagnon de ma mère, je me suis retrouvé à 10 ans et quelques, seul. On pourrait dire abandonné. En tout cas, jamais abandonné du cœur. Je pense que ça a été très douloureux de faire ce choix pour ma mère et qu'elle a mis des décennies à s'en remettre. Mais avec le recul, une fois de plus, ça a été pour moi une expérience fondatrice. Ça a été une expérience initiatique. Pourquoi ? Et j'ouvre là une parenthèse qui semble déconnectée de la question de quel a été mon premier métier, mais qui l'explique en fait dans quelques minutes. Pourquoi ? Parce que quand vous vous retrouvez à 10 ans, sans père ni mère, chez votre beau-père, mais qui lui, abasourdi par la mauvaise nouvelle, n'a qu'une envie, c'est de se jeter par la fenêtre, eh bien vous faites votre première expérience d'aide, pour ne pas dire d'entraide, de service, pour ne pas dire d'acte salutaire, salvateur pour lui, à savoir que sous mes yeux, il a voulu se jeter par la fenêtre. Et donc, en quelque sorte, à la mesure de mes petites mains d'enfant de 10 ans, on dirait que je lui ai sauvé la vie, entre guillemets. En tout cas, que l'union fait la force et qu'au lieu d'être totalement seul, on s'est retrouvés comme 2 personnes abandonnées, mais solidaires comme 2 naufragés sur une même embarcation de fortune pour faire face à cette solitude totalement inattendue. C'est ce type de jalon accélérateur qui oblige à une forme de métamorphose, qui oblige à grandir plus vite. Je ne dis pas que je le souhaite à quiconque, pas du tout. Je dis que ça a fait partie de mon chemin, que ça n'est pas un hasard, et qu'avec le temps, par exemple, cela m'a appris qu'au lieu de ressasser éternellement cette tristesse ou cette rancœur vis-à-vis de ma mère ou le regret d'avoir été mis dehors par mon père, j'ai senti, et là c'est plus de l'ordre de l'intuition que du raisonnement, que si je ne pardonnais pas, c'était moi-même que je condamnais par mes griefs, par mon amertume, et que j'allais vieillir plus vite d'une certaine façon.
vieillit de manière accélérée par la colère et par le fait de ressasser. Donc, ça a été une libération extrême de pardonner ce qui semblait être impardonnable, comme d'autres choses que l'on appelle des abus, des expériences de violence subies, qui peuvent être physiques, qui peuvent être verbales, qui peuvent être énergétiques. Et la libération par le pardon a été telle qu'elle a ouvert la porte à une deuxième porte que le pardon nous permet de découvrir, et c'est la porte de la compassion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se libère de ce conflit que l'on croit être avec la personne, qui est inexcusable, mais qui est en fait avec nous-mêmes, tant qu'on ne se libère pas soi-même de ce disque rayé du reproche, du regret, de l'amertume, eh bien, à la faveur de ce pardon, s'ouvre une deuxième porte derrière qui est la compréhension que cette personne peut-être n'a pas vraiment eu le choix ou en tout cas n'a pas cru l'avoir. Que celle qui a agi et vous a fait du mal, eh bien, elle n'était pas vraiment elle-même. Elle pouvait être sous l'emprise de l'alcool, elle pouvait être dominée par des choses plus subtiles. Et en tout cas, finalement, c'était un cadeau déguisé. Comme disent les Anglais, blessing in disguise. C'est-à-dire que cette bénédiction mal emballée, si on ne baisse pas les bras, si on n'abdique jamais, et le proverbe dit « ce qui ne vous tue pas vous renforce », eh bien, on va apprendre à utiliser cet obstacle, non pas comme un mur qui nous arrête, mais comme un tremplin qui nous permet de découvrir de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons, ils commencent par soi-même. Ils commencent par s'apercevoir qu'en fait, on peut survivre à ça et à tant d'autres choses, et que par cette compassion que nous permet le pardon, la compréhension de l'autre nous amène non plus à lui reprocher quoi que ce soit, à le haïr ou à le craindre, mais à comprendre et finalement avoir presque pitié de lui, ou plus exactement, avoir de la sympathie, voire même de l'amour pour cette personne qui vous a fait le plus de mal qu'il ne vous est jamais arrivé, et dont on se dit, mais en fait, quelle souffrance ça a dû être pour lui, et quelle souffrance c'est encore pour lui, s'il n'en s'en est pas sorti. Et ça, c'est comme un processus alchimique, c'est-à-dire que les perspectives s'inversent, puisque ce qui paraissait le plus négatif devient un facteur de transformation positive, c'est souvent le cas des initiations, et que d'autre part, la personne que vous craigniez le plus, qui était pour vous la plus terrifiante sur Terre, en l'occurrence, ces années-là, c'était mon père, eh bien, avec cet amour en retour, vous désamorcez cette polarité, cette dualité du conflit et de la peur pour inonder l'autre de votre amour, au-delà du pardon, de votre compassion. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que en un instant magique, la personne qui vous terrifiait et qui vous faisait le plus peur, vous ressentez pour lui de l'amour et de la compréhension. Si, à l'endroit de votre pire ennemi, ça n'est plus de la peur dont vous faites l'expérience, mais de l'amour, alors derrière, de quoi pouvez-vous encore avoir peur ? Alors d'abord, pour ne pas omettre de compléter ma réponse précédente, pour finalement répondre à ta question de mais concrètement, on se demande quel a été le premier métier de ce jeune homme qui a 20 ans est musicologue. Eh bien, avant ces 20 ans, et pour faire le lien avec les expériences que je racontais, c'est-à-dire ces expériences d'indépendance forcée, d'autonomie obligée, puisque ça n'est pas choisi que d'être successivement, entre guillemets, rejeté par son père ou abandonné par sa mère, même si aujourd'hui je remercie le ciel et mes parents
de m'avoir exposé à ces circonstances qui étaient finalement des sources de transformation majeures, eh bien, pour reprendre cet épisode à l'âge de 10 ans, très vite, je me retrouve dans des situations où, tout en ralliant l'atelier de mon père et en dormant dans son atelier, dans cette préadolescence puis adolescence, je prends goût à retrouver une forme de solitude et surtout, marqué par ces événements, il y a quelque chose qui me dit: il faut que tu puisses te débrouiller par toi-même, on ne peut compter que sur soi-même. C'est bien sûr un des enseignements qui est présenté et confirmé par une sorte de double abandon, puisqu'on n'a pas le choix. Donc en fait, sans attendre d'avoir 16 ans, qui était l'âge légal pour commencer certains petits boulots, comme on dit, dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à avoir des activités notamment de babysitter et avoir la chance d'être babysitter pour une cousine sage-femme qui avait des nuits entières de garde. Donc je récupérais sa fille à 16h30 à la sortie de l'école et je m'occupais d'elle, de son goûter, de ses devoirs, de l'endormir, etc. Puis de la ramener à l'école le lendemain matin. Donc moi, ça me permettait dès l'adolescence de, entre guillemets, gagner mon argent de poche et gagner en autonomie aussi. Ça me permettait de m'extraire d'un contexte normal et en veillant sur quelqu'un d'autre, de développer cet instinct protecteur, cet instinct fraternel pour un être plus petit que soi, que l'on veille. Donc ces premiers métiers ne sont pas des métiers classiques, mais de fil en aiguille, j'ai aussi eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance et qui me trouvaient peut-être un peu plus mature que mon âge biologique et qui m'ont permis, bien que je n'avais pas 16 ans, de commencer à travailler pour eux. C'était d'ailleurs 2 fois lié à des maisons d'édition, c'est drôle, et de travailler dès l'âge de 14 ans, pas de façon officielle bien sûr, mais de manière lucrative et enrichissante pour moi, également au sens figuré, puisque j'apprenais des choses. Et que ça s'est prolongé à l'âge de 16 ans. À 18 ans, j'étais donc chef de chœur après le baccalauréat et en entrant en lettres et arts à la Sorbonne et en musicologie. J'avais été baryton et je devenais baryton basse. Je m'occupais du Centre d'action liturgique et musicale à Paris et je travaillais en relation avec le Sacré-Cœur, Notre-Dame, etc. Je formais des choristes aussi bien pour des chorales d'enfants que pour des chœurs d'adultes. Et ça a été ma première activité professionnelle. Très vite, cependant, j'ai été visité par des formes d'inspiration qui m'ont amené à écrire un premier roman jeunesse initiatique vers l'âge de 20 ans qui s'appelle Jonathan et le secret des vignes. C'est donc une fiction qui tourne beaucoup autour du monde des cépages, des terroirs, des grandes figures du vin au sens biblique et christique du terme. Et c'est donc un premier roman que j'ai publié chez Flammarion vers 20 ans et quelques. Mais professionnellement, j'ai basculé avant tout vers l'ethnomusicologie, ce qui m'a permis d'aller faire ces enregistrements, de me frotter, entre guillemets, au monde du chamanisme, au savoir des peuples autochtones, à la présence de maîtres qui enseignent non pas par les mots et par la théorie, mais par leur état d'être et leur seule présence qui parfois vaut bien mieux qu'un long discours. De fil en aiguille, j'ai continué ces voyages, mais ces voyages géographiques se sont doublés de voyages intérieurs, puisqu'au cœur de ces traditions spirituelles, qu'elles soient orientales ou amérindiennes, mais encore une fois, ça n'est pas obligé d'aller au bout du monde, d'être fasciné par le chamanisme exotique et il faut se rappeler
que dans nos campagnes européennes et même françaises, nous avons depuis toujours des personnes qui parfois sont très profil bas et qui, aux antipodes d'un gourou, d'un grand maître, d'un grand guérisseur avec tout l'apparat et la réputation qui le précède, nous avons depuis toujours des barreuses de feu, des guérisseuses, des magnétiseuses. Nous avons aussi des sages-femmes qui sont bien plus que des sages-femmes, c'est-à-dire qu'à une époque où on est très fasciné par le chamanisme et l'archétype de l'homme chaman, que l'on croit trop souvent en Occident être un sage, pour parler d'expérience vécue et non pas de théorie. Non, un chaman n'est pas forcément un sage du tout. C'est un amalgame qu'il faut éviter et ne pas être naïf quand on s'approche de ce type de territoire. Eh bien, dans nos campagnes, donc, on a aussi des sages-femmes qui, étant expertes de la porte d'entrée de la vie sur Terre à travers l'accouchement et la venue du nouveau-né, se retrouvent aussi naturellement expertes, bien souvent, de la porte de sortie du futur défunt vers l'au-delà, qui est l'autre portail de cette existence, ce chemin de vie où on voudrait nous faire croire que la naissance est heureuse, mais la mort est malheureuse, que tout les oppose, alors qu'en fait, tout les rapproche. Comme dit le proverbe, les extrêmes se rejoignent, et il y a là, dans ces portails d'entrée et de sortie, deux moments de pouvoir qui peuvent être des moments initiatiques pour la mère comme parfois pour l'entourage, pour le père, pour les proches qui accompagnent leurs parents. Deux moments de pouvoir où parfois, dans l'invisible, la vibration de l'entourage qui nous accompagne est extrêmement similaire. Personnellement, j'ai eu la chance, dans un concours de circonstances qui fait que mon fils, alors qu'il allait naître, eh bien, nous n'avons jamais atteint la maternité, l'hôpital. Mon fils est donc né à la maison. J'avais eu également la chance d'accompagner notamment une personne âgée, nonagénaire, au moment du grand départ. Et une chose qui m'a énormément frappé pendant les 16 heures qui ont accompagné le travail, comme on dit, l'accouchement progressif de la mère, donc de mon fils, il y a 27 ans de cela, eh bien, j'ai reconnu dans le silence, dans la présence de ce silence et de l'obscurité, de cette intimité si nécessaire et si propre à ce moment intime entre tous, qu'est celui de l'accouchement, j'ai reconnu la même vibration, le même type de présence que celle que j'avais ressentie en plein cœur lorsque j'avais accompagné cette femme âgée, nonagénaire, pour le grand départ. Ce qui m'a fait comprendre que oui, les extrêmes se rejoignent, et même dans la matière, c'est pas une vision mystique ou poétique de le dire. On sait à quel point une personne très âgée, finalement, dans les derniers jours de sa vie, se transforme parfois en une sorte de bébé. Elle n'est plus autonome, on s'occupe d'elle comme on s'occuperait, littéralement, en termes de toilette et autres, d'un bébé qui ne peut pas se débrouiller tout seul. Eh bien, pour boucler la boucle de ce que je disais sur ces personnes de pouvoir et de connaissance de nos campagnes, ces sages-femmes profil bas qui jamais ne se diraient chamanes, sont parfois des sages-femmes qui riment avec passeuses d'âme, et peut-être qu'à l'heure où on est si fasciné par les premiers chamans, on devrait se demander si ces sages-femmes passeuses d'âme n'étaient pas nos premières chamanes. Donc aujourd'hui, et depuis 30 ans, je suis éditeur. J'ai commencé à travailler comme éditeur pour un groupe d'édition francophone basé en Suisse d'abord, pendant 7 ans. Et puis il y a 25 ans, j'ai cofondé avec Mishka Séligère-Châtelain Mama Édition, une maison d'édition indépendante qui est restée indépendante pendant 24 ans. Totalement au service de mes auteurs
pendant ces 24 ans et j'ai mis de côté la plume en tant qu'auteur moi-même. Mais le lendemain de mes 50 ans, m'est tombé dessus le retour de cette plume d'écrivain. Je dis tomber dessus dans le sens où c'était pas du tout prévu. Je pensais, 30 ans après avoir écrit ce roman initiatique jeunesse, que c'était une page tournée, un chapitre complètement clos. Et alors que j'ai mis au tiroir une sorte de journal intime que je tenais depuis l'adolescence, donc un journal intime qui avait de 15 à 50 ans, 35 ans, 36 ans exactement d'existence, eh bien, le lendemain matin à 4 heures, je suis réveillé par une petite voix et comme une main qui me pousse dans le dos pour aller écrire ce qui va être les premières lignes de la saga de conte initiatique Chaman. Alors sur le moment, je sais pas du tout que ça va être un livre, encore moins une trilogie, l'aventure mongole, suivie d'une deuxième trilogie, l'aventure amérindienne, et aujourd'hui d'une troisième trilogie, l'aventure stellaire, dont le premier tome, La messagère des arbres, paraît justement en novembre 2024, le mois même où on enregistre cette rencontre dans un lieu si magnifique, baigné par le soleil, baigné par des arbres séculaires, des oliviers dont la sagesse vibre et nous entoure à 360 degrés, face au magnifique Mont Canigou, le sommet magique révéré des Catalans. Eh bien, je croyais que je transcrivais donc une sorte de rêve, et à travers les premières lignes de la quête, le premier tome de l'aventure mongole, je pensais simplement peut-être rédiger une page ou deux maximum. Et puis j'ai très vite senti que c'était pas pour moi. C'est-à-dire que l'énergie qui m'animait me disait entre les lignes, c'est pour être partagé, c'est pour être diffusé, c'est pour les autres. Et ça n'est pas, bien qu'un écrit chamanique, on pourrait dire, ça n'est pas pour des initiés ou même des êtres préparés, ce qui veut pas dire pour autant qu'on n'est pas prêt, mais c'est pour tout le monde, y compris des lecteurs plus jeunes, y compris des gens qui ne s'intéressent pas au chamanisme mais qui ont peut-être soif de certaines nourritures spirituelles ou besoin de ressentir entre les lignes certaines vibrations qui vont venir souffler sur des braises que l'on a en chacun de nous. Donc j'ai suivi cette petite voix, j'ai suivi ce film qui a commencé à se déployer en moi et qui s'est surimposé sur la réalité. J'étais en Toscane, sur la côte étrusque, entouré de pins, de cyprès, et par temps clair de cette aurore sur le littoral, on pouvait apercevoir la pointe nord de la Corse. Mais ce que je voyais en vision intérieure, c'était des millions de boutons d'or, c'était des steppes qui semblaient infinies, c'était des lignes de crêtes enneigées, et avec le son qui est venu pour compléter ces images, le son du chant diphonique, le son de la guimbarde, le bruit des sabots d'un cheval au galop, j'ai compris que, à ma grande surprise, tout en ayant les pieds sur terre en Toscane, en fait, intérieurement, j'étais en Mongolie et je répondais à un appel. L'appel de la plume et l'appel de la retransmission. Alors, je n'aurais qu'une chose à ajouter, c'est merci à toutes et à tous qui suivaient Quête Quantique, que ce soit à travers les vidéos, à travers la publication, que ce soit en digital, en rencontre, en amitié, en lecteur éloigné. Merci et gratitude infinie pour cette nature, cette dame nature qui nous entoure, qui nous accueille et qui, tout en silence, nous dispense sa sagesse hors du temps.